Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. On écoutera plus tard l'histoire de Hassan Ouali. Bonsoir Hassan, bonsoir Akram Khariev, bonsoir Hassan Qadi, bonsoir Mahdi Ben Issa, Amar Ingrachan. Bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M pour une nouvelle émission évidemment. On commence comme d'habitude par ce qui vous a marqué cette semaine, l'image marquante. Et on commence avec vous, Akram. Moi, c'est le décès de l'athlète du siècle turc Naim Suleimanoglu, qui charrie avec lui toute une histoire d'un passage à l'Ouest et d'un changement de nationalité et de succès. C'est triste. C'est quand même quelqu'un qui est parti à 50 ans, donc assez jeune. C'est triste. Yasser Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est quelque chose qui s'est déroulé il y a 20 minutes dans ce studio. C'est l'entretien avec Rachid Boudjedra. Il y en avait d'autres d'événements de la semaine, mais celui-là, il est arrivé à la dernière minute. Il surclasse tout. J'invite tous les auditeurs de Radio M à l'écouter dès qu'il sera en ligne et à le voir sur YouTube. C'est un moment d'anthologie. Et ce sera dès demain, jeudi. N'est-ce pas, Soumia? Amani Grachel, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est plutôt une lecture qui m'a marqué. C'est le dernier livre de Adil Houari que je trouve extrêmement intéressant. Je le recommande à tous qui ont un peu de temps à lui consacrer. Hassan Ouali, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est aujourd'hui, c'est un peu dans l'esprit de ce qui a marqué Akram. C'est la disparition d'un grand militant de la cause démocratique, du mouvement culturel berbère. C'est Saïd Boukhari qui est quand même une des grandes figures du mouvement démocratique ces 30 dernières années. Mahdi Ben Issa, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ça a commencé déjà depuis quelques temps, parce que moi, c'est plutôt ce qui se passe concernant la presse. De manière générale? De manière plutôt pointue, c'est-à-dire cette histoire de Hadda, cette histoire de publicité, tout ça remue des choses et la réaction du ministre, voilà. Et c'est ce que nous allons évoquer, aborder pour cette première partie du Café Presse Politique. C'est un peu, on veut se poser la question de dire quel avenir pour la presse algérienne de manière générale, parce que tout Algérien est concerné par la presse. On lit, on achète un journal, on regarde la télévision, on écoute la radio, on consulte des sites internet. Notre avenir est lié à celui de la presse, surtout quand c'est une vraie presse libre, indépendante et crédible. Et ce qui nous pousse à poser cette question, c'est évidemment cette grève de la faim qui a été commencée par Hadda Hazem le 14 novembre. Elle a mis fin à cette grève lundi dernier à l'appel de son comité de soutien. Et Hassan Qadi, Hassan Ouali, vous êtes membre de ce comité de soutien, vous avez beaucoup activé, vous êtes au courant de cette affaire. Ahmed Ariachi a dit le jour de ce rassemblement, il a dit que ce rassemblement, que cette solidarité ne doit pas être nuqtat nihaya mais nuqtat bidaya. Est-ce que c'est le début de la revendication? Est-ce que c'est le début du changement pour le monde de la presse en Algérie? On commence avec vous, Hassan. Ce qui est important au-delà du fait de la crise du journal de Khabar et de son conflit avec la régie publicitaire, la NEP, le ministère de la communication et les raisons politiques qui ont conduit à cette situation, c'est que effectivement c'est un autre début, parce qu'on a tout le temps été dans des débuts mais sans lendemain. C'est que ça fait depuis longtemps nous en tant que profession en tant que journaliste, en tant qu'acteur des médias, on ne s'est pas retrouvés, on n'a pas eu le temps de discuter entre nous de nos problèmes, de la situation de la presse qui par ailleurs traverse une situation extrêmement difficile depuis
depuis sa naissance, j'allais dire, c'est pas nouveau. Et donc, c'est déjà un point positif, le fait de se retrouver et discuter de la presse, parce que depuis toujours, c'est les autres qui parlent de la presse, et ils se vendent pas pour renforcer son existence, pas pour renforcer la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit à l'information, mais c'est plus pour verrouiller davantage. Je pense que la crise comme disent les anciens, dans chaque crise, il y a quelque chose de positif de toute manière. Voilà, ça nous interpelle, ça nous pousse à réfléchir sérieusement sur la presse et son devenir. Ihsan, c'est une nouvelle ère de solidarité entre journalistes qui commence, une ère de revendication citoyenne aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on souhaite. C'est pas encore gagné parce que la scène de l'offre médiatique en Algérie est dans un état d'élaborement tel qu'aujourd'hui, trouver des journalistes qui se libèrent pour se sentir interpellés par des questions comme ça, se mobiliser, prendre sur eux des tâches, etc., ça reste encore difficile. Moi, je compare toujours par rapport à la situation du milieu des années 80. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a contre-choc pétrolier, déficit démocratique. À l'époque, c'était carrément la dictature, donc il y avait des partis uniques, presse publique, etc. Un contexte où la société civile bouge et tout. Donc, on est un peu dans la même situation. Mais les forces qui se mobilisent ne sont pas du même niveau. Les années 80, il y avait plus de gens impliqués, il y avait peut-être aussi plus de maturité dans la presse, dans la compréhension, mais au-delà aussi, dans la société civile, il y avait des gens qui se mobilisaient plus facilement. On est peut-être au début de quelque chose. Par contre, là où il n'y a pas lieu de dire peut-être, on est à la fin d'une autre chose, c'est à la fin du système médiatique mis en place par le général Tawfiq et le président Bouteflika durant ces 15 dernières années. Un système qui aujourd'hui a créé une sorte de misère algérienne des contenus médiatiques et de l'offre médiatique. Nous sommes devenus un nain régional de ce point de vue-là parce qu'on a cassé ce qui marchait bien. Les grands médias de presse publique nés dans les années 90, nés au début des années 90, ça a été cassé par du flooding. On a injecté de faux médias, de faux journaux pour les inonder et on a gâché le système en créant de faux emplois qui ont abîmé les bons emplois. On n'a pas laissé les télévisions réellement naître parce qu'elles ont un statut qui n'est pas un statut sur lequel on peut investir. Elles sont des chaînes étrangères, donc ça ne peut pas marcher. Donc il n'y a pas d'investissement, on n'a pas de grands médias de ce côté-là dans l'audiovisuel. Je ne parle même pas de la radio sur la bande FM. Et puis on a marginalisé ce qui aurait dû être l'autre locomotive de l'offre médiatique, c'est les médias électroniques. Donc tout est par terre, aussi bien les journaux pro-gouvernement que les journaux indépendants, que les médias indépendants. Tout est par terre aujourd'hui. Akram Khalil, vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge aujourd'hui grâce notamment à l'affaire Hadda Hazm? Moi, je pense pas que ce soit un fin de cycle. Pas pour le moment. De toutes les manières, Hassan Qadi parlait du cycle de cette ère Bouteflika. Moi, je pense que la presse des années 90 n'était pas meilleure, a énormément de casseroles derrière elle et énormément de cadavres dans ses placards aussi, et que il serait peut-être venu le temps de faire un véritable débat sur l'histoire de la presse algérienne et d'exorciser les démons qui existent à l'intérieur de la presse. Je vais me faire un petit peu le détracteur de Hadda Hazm, qui est une grande amie que j'ai visité, que j'ai soutenu et tout. Non, tu m'as même vu physiquement. Les gens aujourd'hui, il y a eu aujourd'hui un sondage sur une page qui a plus d'1 million de personnes. Ce sondage posait une question simple. Est-ce que vous êtes avec ou contre Hadda Hazm? Il y a eu 80% qui étaient contre. La question qui se pose, c'est est-ce que aujourd'hui, en pratiquement décembre 2017, on est capable d'évaluer Hadda Hazm, toute sa carrière, toute l'histoire du journal qu'elle représente, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est impossible. C'est pas le débat, juste, si, c'est nuance. Non. On peut avoir une appréciation sur Hadda, sur son journal, comment il est, son contenu, sa ligne éditoriale et tout ce que c'est un débat public. Mais aujourd'hui, il y a une décision, politique qui veut étouffer ce journal. Et deuxième précision,
la presse n'a pas de cadavres dans ses placards. La presse a donné a sacrifié des journalistes. Il y a des journalistes assassinés, plus de 100 journalistes assassinés. Il y a des corps, il y a des journalistes assassinés qui ont affronté le terrorisme. C'est pas des cadavres dans ces placards. Voilà, je tenais juste à j'ai pas dit le contraire. Oui. J'ai pas dit le contraire. J'ai jamais dit que la presse algérienne n'a pas été victime du terrorisme. Je dis que la presse algérienne a fait des choix. Certaines presses ont fait des choix. Certains titres ont fait d'autres choix. Il y a eu conflit à l'intérieur de la corporation. Le conflit subsiste jusqu'à aujourd'hui. Tant mieux, c'est pas une mauvaise chose. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait remettre à plat tout ce qui s'est passé depuis les années 90. Oui, mais il est utopique de croire qu'on puisse remettre à plat. Ce que j'aimerais dire, c'est rebondir sur ce qu'a dit Hassan. Tout le système n'est pas à plat. La vraie date de départ, c'est les années 90 avec l'apparition de la pluralité journalistique. Très bien, on avait du papier et de la presse. C'est la trace qu'on gardera, que l'histoire gardera, de l'ouverture à la diversité en Algérie. C'est la presse. Très bien. Maintenant, cette presse, sous sa forme papier et encre, a vécu son âge d'or par une forte croissance publicitaire, par une forte demande, et surtout, à l'époque du parti unique, c'était le modèle qui existait. Et donc, on s'est greffé là-dessus, on est parti vers de la diversité. C'est-à-dire les gens ont multiplié les journaux pour être au plus près de leurs convictions au lieu de faire des compromis. Très bien. La crise d'aujourd'hui, c'est on a toujours réagi exactement comme je viens de l'entendre sur le modèle émotif qui nous a tous affectés. Pour répondre une fois pour toutes sur les motifs, le ministre, la semaine dernière ou il y a 10 jours, a déclaré que la presse ou les professionnels de la presse, vous me dites si je me trompe, devraient rentrer dans le 21e siècle. Je rassure, monsieur le ministre, que ces gens, cette corporation, est parfaitement dans son siècle. Je dirais même qu'ils sont tout à fait à leur époque. Maintenant, la question, c'est qui est en train de nous faire prendre du retard ? Nous réagissons, de notre côté, il faut aussi qu'on fasse un peu notre autocritique. D'un point de vue économique, on est toujours dans une espèce d'émotion. Aujourd'hui, la NEP a coupé la publicité à Madame Hadda et en ce journal Fajr. Très bien. C'est pas une obligation de lui donner de la pub. Ce n'est pas. Non, mais la NEP n'est pas obligée d'acheter de la pub sur le Fajr. En revanche, le modèle qui a fait qu'aujourd'hui la NEP est une espèce de caisse noire de distribution, oui ou non, c'est quelque chose qu'on a laissé venir il y a longtemps. Il a fallu, au début des choses, être intransigeant. Or, parfois, sur le plan économique, on n'a pas de vision, comme le numérique. Bien sûr, ils vous disent le modèle papier est en train de reculer dans le monde entier, il y a 60 journaux qui ferment. D'accord, c'est toujours le monde est toujours un exemple quand ça va mal. Mais aujourd'hui, les journaux ne peuvent pas distribuer leur journal sur Internet parce qu'il n'y a pas de e-banking valable. Bon, maintenant, les médias, parce que Hassan, vous l'avez évoqué, il n'y a pas un problème d'investissement. Au cœur, le dénominateur commun, c'est la publicité, c'est-à-dire l'économique. Et vous n'avez pas assez de spécialistes en termes économiques pour assurer le tronc commun minimal pour nourrir la diversité. Oui. Et à un moment donné, il faut se dire qu'un journal qui fait 100 exemplaires, oui, il ne peut pas vivre, même s'il a de bonnes idées. Pardon. Les cadavres dans le placard, c'est aussi le modèle économique qu'a pris la presse privée algérienne. C'est aussi le fait d'avoir accepté la NEP. Je dis pas qu'ils avaient le choix. Je dis pas qu'ils avaient le choix de ne pas accepter la NEP parce qu'il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas d'annonceurs et la vie était faite comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que il est impossible aujourd'hui de juger sans débattre de manière profonde de 25 ans d'expérience de presse privée. Bon, dans l'absolu, qu'il y ait solidarité avec Hadda Hazam, c'est normal et c'est souhaitable. Parce qu'une femme qui proteste à travers le jeûne, c'est quand même quelque chose qu'il faut soutenir, quelle que soit la cause, d'une certaine manière. Que le pouvoir exerce un certain chantage à travers la manne publicitaire sur les médias, notamment privés, c'est inacceptable. Mais le problème de la presse, je pense que c'est le problème de l'économie nationale d'une façon générale. Nous sommes dans une économie rentière et les réflexes rentiers dominent les comportements de tous les acteurs de la scène économique.
Un Algérien, quand il crée une entreprise, et les entreprises de presse sont aussi des entreprises économiques, il ne pense pas marché, il pense État. Il pense rente. Donc ça, c'est le problème principal des médias algériens. Donc, il faut, quand on prétend être du côté de la démocratie, plaider pour les droits, la liberté, etc., on doit aussi lutter contre le système rentier et ses manifestations les plus diverses. Donc, moi, je pense que le chemin le plus court pour sortir de cette crise est de supprimer carrément la publicité institutionnelle et pour qu'il n'y ait de chantage ni sur les uns ni sur les autres, ni avantage pour les uns ni chantage sur les autres. Et à ce moment-là, ceux qui veulent investir dans les médias sont les bienvenus. Et c'est bien la demande de Hadda Hazem, celle de lever le monopole. Il y a juste une précision parce qu'on entretient sciemment la confusion sur la publicité institutionnelle, sur la NEP et le rôle de l'État public. Voilà. Et on l'entretient sciemment. C'est quoi la publicité institutionnelle? On peut pas dire à telle institution vous ne faites pas de publicité. On peut pas supprimer la publicité. Ils sont dans une compétition. Ils ont besoin d'annoncer. Ils ont besoin de faire de la publicité. On va pas dire à son attaque fais pas. Mais on peut leur donner la liberté de décider seul. On peut. C'est dans les entreprises, dans les standards internationaux, il y a toujours 5% du budget de l'année qui est consacré à la publicité, à la communication. C'est normal. On est dans une compétition. On a besoin d'informer aussi. La publicité, c'est de l'information. On ne peut pas supprimer la publicité institutionnelle. On supprime par contre. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous dites qu'il faut supprimer la publicité institutionnelle. Il faut supprimer. On a compris. De quoi il s'agit? Non. Pour lever tout équivoque. Il faut supprimer le monopole sur la publicité institutionnelle pour des raisons d'abord économiques. Je donne un exemple. On a une boîte publique qui est en compétition avec une boîte privée. La boîte privée, on va dans le secteur des télécoms. La boîte privée, elle a sa boîte de communication. En une semaine, elle a son plan marketing, média, communication. Elle fait un tapage. Elle prend de l'avance sur la compagnie publique qui doit passer par une commission qui va à la NEP. Et la NEP prend du temps pour chercher qui donne et à qui ne pas donne. Est-ce que l'argent rentre par le rival privé, il a pris déjà de l'avance. C'est ça le vrai problème. J'ai parlé de marché, c'est exactement ce que c'est ça. Non. Vous avez dit texto, il faut supprimer la publicité institutionnelle. Il s'agit de lever le monopole. Il y a plus de 50% des annonces institutionnelles qui sont, on lit toujours dans la presse chaque jour, avec d'infructuosité. Parce que on met de la publicité dans des journaux qui ne sont pas lus, qui ne sont pas tirés, qui ne sont pas diffusés. C'est ça le vrai problème. Et ça cause des pertes énormes à ces entreprises publiques. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, la publicité... il y a aussi une autre confusion qui est sciemment entretenue. Ils disent c'est des journaux privés indépendants contre le pouvoir dans l'opposition. Pourquoi ils demandent de l'argent à la NEP? C'est pas de l'aumône. Dans l'État, dans les États les plus avancés, les plus libéraux, il y a de l'aide à la presse. C'est une forme de soutien de la diversité de l'opinion dans un pays. Ils aident les partis politiques à travers c'est voté en France. On donne de l'argent à des partis politiques représentant l'Assemblée nationale. En France, on donne de l'argent à des journaux. C'est voté dans un budget à l'Assemblée nationale. Le Monde, le premier journal, il bénéficie annuellement de 20 millions d'euros. Le Monde, qui est dirigé pourtant par des gars du CAC 40. C'est une forme de soutien à la presse. Et j'aurais terminé. Oui. L'argent de la NEP appartient à la collectivité nationale, appartient aux contribuables, c'est l'argent public. Il n'est pas une propriété privée. Non, je regrette, c'est pas de l'argent public. Mais c'est l'argent des annonceurs. Mais c'est l'argent public. Mais d'où vient cet argent? C'est un argent qui appartient à la collectivité, c'est nos impôts. Non, attends, c'est les entreprises publiques. Oui, mais à quel cap devient cet argent public? S'il vous plaît, si c'est une entreprise publique... non, je devais pas. Une entreprise publique qui fait une dépense, quelle qu'elle soit, elle doit obéir aux règles des appels, marchés. Il y a une procédure. On ne dépense pas comme ça, sinon il y a du gré à gré et c'est illégal. Très bien. Donc, dans ce que je viens d'entendre, il y a deux problèmes. Vous avez là l'inertie
le manque d'efficacité de l'ANEP dans sa mission de conseil, c'est-à-dire de la réactivité. D'ailleurs, elle peut être payée pour ça séparément. Et l'entreprise comme Mobilis ou je ne sais quelle autre entreprise privée, je donne des exemples, parce que c'est des gros annonceurs, peuvent effectuer l'achat directement selon des critères de marketing, de retour d'information, tout seul. Donc, le souci, c'est la concentration. C'est-à-dire qu'on sait que dans cet endroit-là, il y a 120 ou 130 millions cette année ou l'année dernière d'euros, en parlant d'euros, c'est plus rapide, mais d'investissement. Et le levier de l'autre chose qu'on n'a jamais pu prouver, mais qui est une réalité quand même, c'est cette espèce comment on appelle, d'arbitrage problématique. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement... Il faut dépolitiser l'ANEP. Tout simplement. Il faut que l'ANEP devienne une régie média, comme existent des régies médias privées en Algérie qui sont même aussi performantes. Mais qu'elle reste publique. Qu'elle reste publique, bien sûr, qu'elle rapporte de l'argent à l'État. Alors, mais l'ANEP donne de la publicité à des journaux qui ne sont pas imprimés. Non. Ça, tout le monde le sait. On ne parle, il y a 60 journaux qui ont disparu, on ne s'est même pas rendu compte. On ne s'est même pas rendu compte qu'ils avaient existé, on ne s'est même pas rendu compte de leur naissance. Pour essayer... On le sait, on a fabriqué une presse pour empêcher ce qui est un vrai paysage médiatique. On a fait la même chose pour le champ politique. On a créé 60 partis politiques pour empêcher ce qui est l'émergence de véritables corons représentatifs dans ce pays. Hassan, pour essayer de revenir et pour clore un peu le dossier sur l'avenir de la presse algérienne, on va revenir vers vous, Hassan, parce que c'est l'une des revendications du comité de soutien, c'est la levée du monopole de l'État sur la publicité. Est-ce que vous pensez que cette affaire va faire bouger les choses et que les autorités vont y réfléchir? Bon, il faut pas être trop... Alors là, trois choses. La levée du monopole, ça signifie qu'on doit laisser les entreprises publiques choisir leur support librement. Ça peut être l'ANEP, ça peut être une autre agence. C'est ce que demande Hadrazan, en fait. Voilà. C'est ça. Parce qu'elle dit qu'il y a des entreprises publiques qui sont prêtes à donner de la publicité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a tout le secteur bancaire public, il y a tout le secteur des assurances publiques qui sont dans des milieux concurrentiels. Il y a les opérateurs, il y a le secteur de pétrolier, et il y a des industries, y compris dans l'électronique. Eni demain peut lancer un nouveau produit, avoir besoin de communiquer dessus. LG l'a fait hier, et je fais de pub à personne, mais ils ont invité toute la place d'Alger. Et voilà, donc ils sont pas sur la même, ils ne peuvent pas concurrencer. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, laisser les entreprises publiques décider librement, dans le cadre de l'autonomie d'entreprise, de comment ils communiquent, avec qui et sur quel support, qu'est-ce qui est le mieux pour elles. La deuxième chose, est-ce que ça va faire bouger les choses? Nous appelons à la tenue d'états généraux de la presse au premier trimestre 2018. Nous pensons que le moment est venu. Nous sommes à un moment charnière. La censure de TSA qui signifie très bien que le pouvoir ne sait plus comment dealer avec les médias électroniques. Et elle se poursuit encore depuis le 5 octobre. C'est scandaleux. Cette affaire de l'ANEP, les journalistes qui sont en prison. Aujourd'hui, Saïd Chitour est toujours en prison. Il va être jugé. Il y a un traitement répressif qui est inadmissible. On a eu la transaction de l'année dernière. Mahdi Ben Issa est ici, qui a été empêché, qui a valu à Mahdi Ben Issa d'aller en prison. Le rachat de la chaîne télévision de KBC, de Al-Khabar. Donc, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose et que si on agit bien, que si on travaille bien, il va y avoir une proposition du côté de la presse pour tout remettre à plat. Par contre, et je finis sur ça, du côté des médias, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un interlocuteur en face. Le vrai problème, nous allons nous organiser. La presse électronique va créer son syndicat avant la fin de l'année. Il y a plus de 40 médias qui se sont inscrits dans la démarche mais du côté du gouvernement, quand je vois M. Jamal Kawan faire l'intervention qu'il a faite dans un média dont on sait très bien qu'il a des dettes sociales, qu'il a des dettes vis-à-vis des fiscs, qu'il a des dettes vis-à-vis des imprimeries, et qu'il est exactement le modèle type de ce qu'a été la gestion par la NEP, je parle de Nahar, et qui le présente comme étant le bon modèle, aujourd'hui, on comprend bien qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'approche sur l'avenir, encore une fois, de l'offre médiatique algérienne, des contenus algériens qui vont montrer le pays. On n'est pas dans l'information de l'ORTF, entre guillemets, on n'est pas dans la RTA d'il y a 40 ans qu'il faut surveiller, on est dans autre chose. On est dans comment construire un espace capable économiquement, être soutenu et être soutenable économiquement, qui montre l'Algérie telle qu'elle est, tout simplement. Et cela, on est incapable de le faire.
Le problème aussi, c'est que le ministère de la Communication souffre d'une situation. Il a encore des espèces d'un ADN de ministère de l'Information. Il n'arrive pas à s'en défaire. Et il n'arrive pas à être une force de proposition pour le gouvernement dans l'organisation des médias en général. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours un peu de retard, même plus. 5 ans après l'apparition des télévisions, on n'a toujours pas de cahier des charges. Et ben voilà. L'autre problème, c'est que à leur apparition, on aurait dû déjà réfléchir aux télévisions. Un ministère doit réguler, anticiper, avoir de la vision. Il n'en a pas. Il n'en a aucune. C'est comme ça que je vois les choses. La preuve... Attends, excuse-moi. Dans le même sens, laisse-moi finir. Et c'était des gestionnaires de la pub. Hein. Alors, attention. Le gros problème, après on va rentrer dans le problème, c'est que c'est vrai que ce ministre, M. Kawan, a observé une période de silence qu'on a tous lu comme une espèce de moment de réflexion et de rupture par rapport au grand show de Hamid Green, qui a foutu la pagaille. Là, j'allais dire autre chose, mais qui a foutu. Il a jamais. Et qui vient de sortir un livre. Pour quelqu'un. Eh ben, tu devrais l'inviter pour parler de son livre clandestin. Non, mais attends, oui, mais. Après avoir invité. Je veux dire, oui, bah, non, mais il aurait fallu. Je finis une chose. Maintenant, soyons factuels. Quand on analyse les quelques papiers du journal officiel qui sont sortis fin octobre, je lis que le journal officiel, qui est un document où des experts, des filtres gouvernementaux lisent pour arriver à quelque chose de structurant et qui va nous donner la marche à suivre. C'est comme ça que je le lis, naïvement, mais on va dire scolairement. Très bien. Eh bien, on voit que ça a été fait pour ce qui existe, qui est illégal. À tel point qu'on a un membre du gouvernement qui n'est même pas au fait du programme présidentiel. Je vous le dis. Comment vous abordez la question des télévisions thématiques avec la musique, la culture, l'information, la cuisine, le sport, c'est exactement les télévisions qui existent, le Haddaf, Samira, Chorouk, Nahar, Dzaïr. Ils ont même fait un petit truc découverte, un peu bâtard entre guillemets, pour Numidis, qui au passant est Numédia, qui tournait ses émissions dans le studio qu'on nous a scellé la veille. Mais on a oublié quelque chose d'énorme. Puisque vous êtes dans la thématique, comment vous pouvez oublier le développement rural, l'agriculture et les territoires. Un pays de 2 millions de kilomètres carrés. Ça aurait été la plus intelligente façon de montrer que les choses sont travaillées et aussi d'aborder la dimension locale sans tomber dans le régionalisme. Et une télévision, c'est quelque chose qui transmet des idées. C'est d'abord une technique. Ça n'a jamais été un foyer de réflexion. C'est une technique. Elle peut passer par le satellite, par Internet, par plein de technologies à venir. On est là avec son cahier de SDI, il ne manquerait plus que... Enfin, c'est compliqué. Moi, je veux être... Hassan, je veux être constructeur, je veux proposer... Mais les gars, il faut qu'on parle un minimum la même langue. Amar, le mot de la fin pour la première fois. Oui, j'allais dire, on s'attend à ce qu'il y ait des politiques normales dans une situation qui ne l'est pas. Nous avons un ministère de la Communication qui est là davantage pour bloquer l'émergence de médias autonomes et indépendants qu'autre chose. Parce qu'un média autonome... Même le NTV comme ça. C'est ça qui est malheureux. La première victime, c'est le NTV, parce que les médias privés ponctionne du marché publicitaire plus de 25 millions d'euros, c'est la première à en souffrir. Alors, oublions le privé, on va parler maintenant intérêt de l'État. Le NTV a été massacré par ce laisséage. Justement, j'arrive. Un média autonome, c'est d'abord une entreprise autonome. Et une entreprise autonome suppose un environnement économique sain. Un environnement économique sain ne peut pas s'accommoder d'un système de rente, d'un système rentier. Et c'est la rente qui est le fondement du système actuel. On veut... en discuter. C'est ça le problème principal des médias et de tout. Merci beaucoup Armand Glachen. Le CPP continue, on revient dans un tout petit moment. Merci.
Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Voici donc la deuxième partie de notre émission. Nous sommes toujours en direct. On va parler un peu plus d'économie avant de poser une question existentielle à la fin de ce numéro du Café Presse Politique. C'est une proposition de loi qui a été faite par le gouvernement. C'est l'impôt sur la fortune, sur l'exemple qui existe dans plusieurs pays dans le monde. Et cette proposition, Hassan Radi, vous en savez un peu plus de détails, a été retirée par la Commission des finances de l'Assemblée populaire nationale. Donc, elle sera même pas soumise au vote des députés. Est-ce que ça vous choque? J'aurais pu citer ça comme le choc de la semaine, l'image de la semaine pour moi, le retrait de la disposition impôt sur la fortune dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances pour 2018. De quoi il s'agit? En fait, lorsqu'on fait beaucoup de mesures antipopulaires, il y a eu des taxes, il y a eu la dévaluation du dinar, donc le pouvoir d'achat est en train de baisser. En règle générale, ça s'est passé ailleurs, dans d'autres pays, il y a une pression d'opinion et on fait une mesure pour essayer de rétablir une forme de justice fiscale. On impose les riches et on les impose sur le patrimoine. Bon, il y a toujours un débat, est-ce qu'il faut doublement imposer les riches, à la fois sur les revenus du capital, mais aussi sur ce qu'ils achètent, donc leur patrimoine. Ailleurs, il y a des pays qui acceptent de le faire, d'autres qui n'acceptent pas. L'Algérie a commencé à le faire en 1993, le gouvernement Bled Abslam, qui l'a introduit sous la forme de la taxe foncière qui devait être versée, justement, demain c'est les élections locales, devait être versée à la commune. Donc taxe foncière, ça n'a jamais été recouvert. C'est un impôt, un début d'impôt sur la fortune qui n'a jamais été recouvert. Et donc on est revenu à la charge cette fois-ci avec le gouvernement Ahmedou Yahya, avec certaines modifications. On a baissé le seuil d'entrée, 50 millions de dinars. On a retiré la maison principale de l'assiette foncière, de cet impôt. Et on a ajouté d'autres biens, comme les yachts. Tu te sens concerné par les yachts, non? Et on a, voilà, il y en a qui pensent qu'il y en a un. Il y en a un. Et donc voilà, et on a dit que ça allait rapporter 290% de plus à la recette de l'État. Et puis bon, voilà, dans l'argumentaire, très vite, visiblement, à l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte que c'était un problème et il y a des députés qui ont expliqué que ça ne pouvait pas être appliqué. Hassan Ouali, vous êtes pour ou contre le fait qu'il y ait en Algérie un impôt sur la fortune? Bon, maintenant il n'y en aura pas, mais quel est votre avis? Il existe déjà un impôt sur c'est pas un impôt sur la fortune, mais un impôt sur le patrimoine. Il existe depuis longtemps. Patrimoine foncier. Oui. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est comment est venue l'idée d'introduire dans le projet de loi de finances les SF. Il était question d'abord de financement non conventionnel, qui a été rejeté par la quasi-totalité des experts, des spécialistes, des économistes. Il était question d'y aller chercher de l'argent ailleurs, parce qu'il existe l'argent qui est dans l'informel. Il y a une masse énorme qui est dans l'informel, qui échappe, qui n'est pas dans le circuit formel. Il y a l'incapacité de l'administration publique à ramasser la fiscalité ordinaire. Il y a un troisième élément, c'est qu'il y a une enquête des chiffres de l'organisme qui fait les statistiques, l'ONS, et 2 ans de cela, dans des chiffres quand même effarants. 43% des travailleurs ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. C'est-à-dire tous ceux qui bossent dans les cafés, dans les restaurants, dans les transports et tout, ne sont pas déclarés. Il y a un argent énorme à récupérer là-dessus. Mais on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Et on vient avec une mesure. Moi, d'un point de vue, si vous voulez, d'un point de vue idéologique, je suis pour est-ce qu'on impose l'impôt sur la fortune. Mais qu'est-ce que ça représente réellement, l'impôt sur la fortune? Nous n'avons pas des patrons du CAC 40 qui ont qui ont dans leur trésor des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. C'est insignifiant comme riche dans ce pays. On n'en a pas. On en parle il y a 15, 20, 30, mais c'est pas énorme. J'aurais terminé. C'est une mesure populiste. Disons qu'on va taxer les riches. C'est une façon de dresser les riches contre les pauvres. Alors que la finalité, c'est de taxer les pauvres et de manière pernicieuse. Le gouvernement propose un texte de loi, il arrive à l'Assemblée nationale. Si les partis du gouvernement qui vont dire non pour des raisons
opérationnel, on peut pas l'appliquer. Donc il y a un partage de rôle. Nous, on propose, on vend ça comme une mesure sociale intéressante qui séduit l'électorat, qui séduit l'opinion, mais vous allez la faire tomber à l'Assemblée nationale. C'est ça, il y a un partage de rôle. Et le gouvernement, il l'a dit, il y a 4-5 jours, il a dit, nous on a fait notre boulot, mais c'est l'Assemblée nationale qui l'a supprimé. Si, je suis sûr, si c'était une autre mesure où il y avait l'initiative des parlementaires de faire tomber une loi, on aura mobilisé les partis de la coalition, de la majorité parlementaire pour dire, elle passera. Armand Glachen, vous êtes d'accord avec Hassan Ouali quand il dit que c'est une mesure impopulaire? Populiste, j'ai dit une mesure populiste. Moi, je pense sachant qu'elle ne sortirait pas de l'Assemblée nationale. Hein. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt un caprice politique de notre gouvernement. En fait, quand on parle de fortune chez nous, il y a deux types de fortunes. Il y a les fortunes acquises légalement, il y a les fortunes mal acquises. Et je pense que les fortunes mal acquises sont très très nombreuses et celles qui sont légalement, elles sont pas très nombreuses. Donc, à mon avis, au lieu d'imposer les fortunes bien acquises, il faut plutôt créer les bonnes conditions pour que ceux qui les possèdent les investissent, parce que nous n'avons pas d'économie. L'impôt sur la fortune, ça existe dans des économies qui ont plus d'un siècle, de 2 siècles, 3 siècles, un peu comme en France, en Angleterre. Chez nous, on a une économie qui balbutie, qui a du mal encore à respirer. On n'a pas 1 million d'entreprises. On n'a pas 100 entreprises valables dans ce bled. C'est quoi cette histoire d'impôt sur la fortune? C'est un caprice politique. Donc, les fortunes bien acquises, on leur crée les conditions pour que le propriétaire les investisse et créer de l'emploi, des richesses, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout. Les fortunes mal acquises, il faut les traquer, en dessaisir leurs propriétaires et les mettre en prison. Je vois très mal un simple fonctionnaire du ministère de la Culture, par exemple, qui possède une voiture qui coûte 1,2 milliard de centimes, qui a une villa qui coûte 20 milliards, d'où ramène-t-il cet argent? Je vais pas donner de nom. Non, je dis le ministère de la Culture parce que j'ai des noms, mais il n'y a pas que le ministère de la Culture. Non, il a un compte à régler avec quelqu'un au ministère de la Culture. Donc, à mon avis, toutes les fortunes mal acquises, il faut les traquer. Il y a une transaction, il y a une transaction qui se passe au-delà d'un certain montant, il faut demander, exiger, le fisc doit exiger une traçabilité. Mais il faut se rappeler Alors, le souci, c'est que, d'abord, l'impôt sur la fortune, son nom initial est véritable, c'est impôt de solidarité sur la fortune. Donc, c'est déjà, ça pose différemment le problème. Maintenant, le souci, il est où? C'est quoi la définition d'un fortuné quand on est dans un pays aussi inflationniste par moment? Exemple, quelqu'un qui possédait un appartement à Alger Centre à 2 millions de dinars, aujourd'hui, ce même appartement en vaut 25 millions de dinars. Je prends juste des exemples comme ça au pif. Maintenant, si aujourd'hui vous avez un bien qui vaut 30 millions de dinars, c'est ce que fait par exemple les promotions de certaines personnes en banlieue d'Alger, c'est les prix que j'entends. Dans 15 ans, ils vont valoir 55 ou 60. Mais le chiffre qu'on aura posé aujourd'hui pour déterminer la fortune, il bougera pas. Ils vont pas l'élever parce que on fait des choses techniques, mais après ils ont un espèce de vernis politique. Je pense que cette chose est sortie comme ça à des fins politiques, un peu électoralistes et tout. Mais en revanche, c'est la première fois qu'on parle de fiscalité plus de 15 jours. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire sur l'importance de l'impôt. C'est vrai qu'on ne paye pas, tout le monde est au noir. D'ailleurs, on parlait de médias tout à l'heure, débarquez dans les télévisions, vous allez voir. Quand on a repris le Khabar, il y avait 3 ans d'impayé de CNAS, que j'ai payé le premier jour de mon arrivée. C'est inadmissible qu'on ne paye pas la CNAS. C'est inadmissible. J'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on s'est battu pour l'indépendance. Si vous voulez que je vous fasse le discours que vous entendez tout le temps. Mais il faut bien poser les bases. Et aujourd'hui, qui paye le plus l'impôt? Finalement, c'est les fonctionnaires. C'est pas le business dehors qui déclare 40 ou 50 000 dinars de chiffre d'affaires. Il faut voir les bagnoles qui circulent. Donc, il y a un vrai travail. Et là, on va très vite se heurter à un autre problème. C'est que l'impôt, comme ISF, la TVA, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui vient d'Occident. Mais dans le monde musulman, ça se passe autrement.
Et donc là, vous avez d'autres leviers politiques. Donc l'ISF, ça fait réagir des gens comme Louisa Hanoun. Mais si vous tapez, vous allez pourquoi au Hamiz, personne ne vous fait une facture? Avant de penser à l'ISF, pourquoi quand je vais au Hamiz acheter un truc, la facture c'est galactique? Genre, ils ne savent pas ce que c'est. Alors que l'objet, la télévision, l'écran télé, je peux l'acheter dans un quartier d'Alger, avec la garantie, avec la TVA, au même prix, si ce n'est moins cher. Pourquoi ces gens-là essaient de tout faire au carré, et de l'autre côté, ça roule dans l'anonymat total? Alors, avant de me parler d'ISF, j'aimerais dire à tous ceux qui ont pensé de faire 15 km du côté de là-bas, là, et de voir ce qui se passe. Aussi, annoncer l'ISF, juste en parler, ça va faire fuir quelque chose dont on a parlé il y a quelques mois. C'est là où il y a un vrai problème de synchronisation au niveau de la communication, je reviens là-dessus, sur la bancarisation. On se prépare à passer des moments difficiles, la bancarisation devient stratégique. Et c'est le mot préféré de Abdelrahman Boukhalifa. Ça nous fait penser à l'histoire du chèque. Oui. Qu'on a fait tomber aussi à l'Assemblée nationale. Il y a aussi. Non, en fait, pour qu'il y ait impôt sur la fortune, qui est une chose bien, on est d'accord, il faudrait qu'il y ait création de fortune, possibilité de créer des fortunes de manière normale. Or, l'économie algérienne... L'argent d'ici ou l'argent de là-bas? C'est ça une vraie question algérienne. L'argent de là-bas, il est parti, il reviendra pas. C'est comme l'argent qu'on imprime. Quand ça ira mieux, il va pas disparaître. C'est l'argent qui va rester. Donc, il y a déjà le chantier du chèque. Il y a le chantier de la monnaie électronique qu'on est en train d'interdire. Il y a le chantier du paiement électronique. Il y a le recouvrement des impôts. Ouais. Aujourd'hui, l'État n'arrive pas à recouvrer l'argent des impôts de manière normale. Comment veut-on aujourd'hui faire payer des gens qui ont acquis de l'argent de manière normale et officielle et légale? Pourquoi leur mettre cette pression alors qu'à côté, ils ont le choix de l'informel, ils ont le choix de la fuite des capitaux, ils ont X autres choix. Donc, dans l'essence même de l'application telle qu'elle de cette mesure serait, à mon avis, contre-productif et pousserait les gens plutôt vers l'informel. Donc, plutôt contre l'ISF. Aujourd'hui, je suis pour l'ISF. Je suis pour l'ISF. Pour rester dans les chiffres, l'ONS l'année passée a donné un chiffre de 45% de l'économie nationale qui est baignée dans l'informel. Oui. Non, alors, l'enjeu, moi je suis pas d'accord, je pense que c'est une maladresse du gouvernement. Moi je voulais absolument qu'on parle, je pense que c'est une très grosse maladresse. On ne fait pas miroiter la possibilité d'un impôt sur la fortune pour le retirer aussi vite. De ce point de vue-là, je pense que c'est une maladresse. C'est un peu l'affaire Khalil en plus instantané. C'est-à-dire on ne charge pas son ministre de l'énergie autant pour ensuite l'exfiltrer et le ramener en Algérie. Ça comptera demain quand on sera dans une situation de... Mais c'est pas le gouvernement qui l'a retiré, c'est l'APM. L'autre chose que je veux dire, c'est puisqu'on est rentré un peu, et c'est bien, je suis d'accord avec ce qu'a dit Malik. C'est bien. C'est pas le gouvernement qui l'a retiré, c'est l'APN. Non, ça a été dit. Hassan pense que ça a été fait exprès. C'est-à-dire que c'est nous, on a fait la proposition et vous l'avez retiré, donc c'est pas une partie. Moi, je pense pas que ce soit. C'est une maladresse et les arguments qui ont été cités ne sont pas de bons arguments. Les députés ont dit ça va faire fuir les capitaux, c'est pas vrai, c'est pas ça qui fait fuir les capitaux. La chose que je voulais dire, puisqu'on est rentré dans le détail, et c'est très bien de parler de la fiscalité. La fiscalité est de la fiscalité ordinaire, bien sûr, est un des piliers de la démocratie et de la redevabilité. Oui. Je donne de l'argent à l'État et donc je poursuis, je veux voir ce que fait l'État avec cet argent-là. Absolument. C'est très important. Donc, très vite, la taxe foncière introduite en 93, Bled Abdeslam a fait de mauvaises choses, il n'en a pas fait que de mauvaises choses. C'était quelque chose qu'il fallait développer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sortir du financement actuel des collectivités locales. Il repose sur la TAP, qui est la taxe la plus décriée par l'environnement d'affaires en Algérie, parce qu'elle repose sur le chiffre d'affaires. Et puisque tu as parlé de l'Hamiz, les distributeurs refusent de payer la TAP. La TAP, c'est appliqué au chiffre d'affaires, c'est 2%. Sur le chiffre d'affaires, quand on donne 2% sur le chiffre d'affaires, on est mort quand on est distributeur. Si on enlève la TAP dans la distribution, on peut la remplacer pour financer les collectivités locales par la taxe foncière, qui est un embryon d'impôt sur la fortune. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ihsan, demain matin, est-ce que vous irez à l'école de votre quartier pour glisser le bulletin dans l'urne? C'est les élections locales demain. Est-ce qu'on est obligé de répondre à cette question? Moi, je suis dans la même cohérence. Je pense que sous le 4e mandat, il y a un viol constitutionnel qui a débuté donc au moment de l'acceptation de la candidature de Abdelaziz Bouteflika. Et sous le régime de ce viol constitutionnel, je suis malheureusement pas enclin à aller voter. Que pensez-vous du scrutin de demain, Akram?
On dit que les élections locales, je pense exactement. importante. C'est quand même une élection importante. On voit qu'il y a du mouvement, on voit que les quartiers bougent, que les gens sont là. Il y a des gens qui font campagne, contrairement aux législatives, par exemple. Oui. Il n'y a pas un quartier aujourd'hui où il n'y a pas X permanence électorale, où il n'y a pas de mouvement, etc., etc. Après, que ce soit démocratique, pas démocratique, c'est un autre débat. Concernant la question sur l'acte de voter, moi, je ne voterai pas pour des raisons. Non, je ne voterai pas pour. Elle était plutôt destinée à Hassan, mais si vous voulez Allez, répondre, je ne voterai pas pour des raisons techniques. J'aurais eu l'opportunité de le faire. Je ne pense pas que je le ferai. Mais je pense que les gens sont libres de le faire. Hassan Ouali. Non, moi je dois d'abord dire combien j'ai du respect pour les militants qui sont dans des partis, les vrais militants qui ont de la conviction, qui se bagarrent dans des moments difficiles, dans des conditions difficiles. Ils donnent de leur argent, de leur temps, ils abandonnent leur famille. C'est pas évident de défendre des convictions dans ce pays. Donc je dois d'abord dire combien nous devons respecter ces gens-là, parce que la politique, elle est nécessaire, elle est fondamentale pour un pays, pour une société, pour un État. Voter l'élection, malheureusement, on ne laisse pas beaucoup de choix. Hein. Nous avons besoin des assemblées communales. Nous avons besoin des maires, parce que pendant 5 ans, les citoyens vont taper à son bureau, vont lui dire: tu ne règles le problème de l'eau, de l'assainissement, du transport, des routes, du transport scolaire, des cantines scolaires et tout ça. Donc il est interpellé. Les gens ont besoin d'un interlocuteur local, et ça mobilise peut-être plus que les législatives. Sauf qu'effectivement, parce que le système politique, parce que les élections ne changent pas la vie des gens. Depuis au moins 97, on a inauguré le cycle électoral. On a eu combien? 5 élections législatives, 5 élections communales, 4 élections présidentielles. Les gens n'ont pas vu un changement. Ça a disqualifié durablement l'acte électoral, l'acte de vote. Mehdi Ben Issa. Je suis pas d'accord. Il a pas dit s'il votait ou pas. C'était une question pour vous, en fait. Est-ce que tu veux répondre à la question adressée à Hassan? Pardon? Donc, par respect pour le travail de tous ces militants, est-ce que tu iras voter demain? Je n'ai pas encore décidé. Très bien. Et Mehdi Ben Issa, est-ce que vous avez décidé de voter? Alors moi je suis un peu... comment vous dire? Il est un peu compliqué de parler de ça, surtout qu'on est censé ne pas en parler 15 jours avant. Comment on appelle ça? Le silence électoral. Le silence. Moi j'appelle... C'est 3 jours, bon voilà. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Effectivement, je rejoins assez Hassan sur ce qu'il vient de dire. Effectivement, cette implication locale est pour moi extrêmement importante, parce qu'elle contribue à l'éducation démocratique au départ. Même si, franchement, entre nous, on parle plus de ramassage des poubelles, mais c'est pas grave. Si ça doit commencer par là et que c'est fait, c'est bien. En revanche, je crois qu'on a dépecé les prérogatives locales de beaucoup de choses, et ça m'inquiète. Bon, je crois que ça a été fait dans les années 90 pour éviter à certains d'en avoir trop du pouvoir, mais bon, où on nous explique qu'on est en sécurité, que le problème est écarté et que certaines choses reviennent en place. Mais si on justifie tout le temps certaines choses par le terrorisme depuis 15 ans maintenant, et par l'Estermal 30 ans avant, maintenant on va rentrer dans la justification de la crise et de l'inflation. Donc là, c'est un peu problématique. Mais pour demain, oui, il faut aller voter. Et une fois que tu as voté, il faut se la ramener. Il ne faut pas disparaître. Et est-ce que vous irez voter, vous? Moi, c'est un peu plus compliqué administrativement parlant, parce que... Non, mais voilà. si tu permets, Khaled, 15 secondes. C'est vrai qu'on a tendance à insulter les partis politiques. Moi, je n'insulte pas les partis politiques, il faut les critiquer. Nous avons besoin des partis politiques. Ils ne sont pas tous pourris. Je suis désolé de dire, parce qu'on vient de dire tout, ils sont tous pourris, ils sont tous des salauds, ils sont tous mauvais. Non, il y a des militants sincères, des militants de la conviction à l'intérieur du parti, en dehors du parti. On voit beaucoup de listes indépendantes portées par des gens qui veulent apporter quelque chose à leur collectivité. Voilà. Ce qu'il dit pour les partis est parfaitement valable pour les journaux et les télévisions. Merci. Une phrase sur le sujet qu'on a zappé. Ouais. Moi, je pense qu'il faut réformer la monnaie. La convertibilité de la monnaie cristallise la confiance entre l'État et les citoyens. Donc, sans une monnaie convertible, rien n'est possible. Toutes les histoires liées à la finance, c'est de là. Pour ce qui est de demain, elle existe la convertibilité de la monnaie le dinar, en face du TNA. Si vous avez un taux, vous changez devant tout le monde. Pour demain, moi je préfère mais pas. Non mais attends.
Oui, alors, et pour demain? Pour demain, moi, je préfère les positions tranchées aux postures élégantes. Moi, pas élégant, moi. Et ça veut dire quoi? J'ai parlé de posture élégante. Ouais. Je ne suis pas dans la posture. Désolé. Moi, je vote. J'ai toujours voté. Je vais voter demain. J'ai un parti pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, que je soutiens, que je critique. Je vais voter pour ce parti et quels que soient ses candidats, je fais confiance aux militants de ce parti, aux cadres de ce parti. Voilà qui est dit. Merci à tous d'être venus au CPP. On se retrouve mercredi prochain à 19h en direct sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.